Ça enregistre, ok. Ok, alors, la dernière fois, on a parlé de ça, du système de rétroalimentation. On a parlé des particules, les neutroniums, et comment tout ça, ça finit par former un système d'enregistrement qui enregistre continuellement nos états mentaux et émotionnels. Et en fin de compte, ça fait un système qui va terminer par être une espèce de système parallèle énergétique des molécules, des chromosomes qui forment notre ADN. Alors ce qui va arriver, c'est qu'on a un système d'enregistrement qui s'enroule tout autour de la molécule d'ADN. Et ce système, c'est précisément le système, le lien qu'il y a entre la molécule, on va dire la molécule physique, et une interaction avec, dans le domaine énergétique, avec nos émotions et notre mental. Et ceci, ce qui fait, c'est qu'on a maintenant un système qui lie toute la partie émotionnelle et le fonctionnement génétique de notre ADN. Et tout ça, ça se conserve tout le temps. Il est présent dans nos cellules, alors il est présent dans les spermatozoïdes, l'ovulus, et tout ça, l'ovule, et tout ça, ça sert à avoir un élément d'origine qui consiste à que c'est nos parents qui nous donnent en héritage sa façon d'être, et c'est de là que je pars comme un point de départ pour commencer à construire moi-même mes propres expériences. C'est aussi par ça que, évidemment, on hérite de nos parents et tout, pas seulement sa façon d'être individuelle à eux, mais nos parents, ils appartiennent à un milieu, un système culturel, religieux, etc. Et ça, on verra après, ça fait aussi partie de ce qu'on hérite de nos parents. Alors ça, c'était la partie un peu plus compliquée. Lui, on a parlé un peu du modèle de métabolisme et spécialement, on a parlé du modèle de conduite. Et ça, ici, à savoir, c'est que on a tout un système qui interagit avec nos sens. Vous voyez ici, on a le schéma, le modèle de conduite. Il est composé par un hexagone et maintenant, de plus en plus, il y a des gens qui commencent à le débloquer. Et maintenant, ce n'est plus un hexagone, c'est un octagone. C'est un système formé par 8 triangles. Quand c'est un système de 6 triangles, on avait dit, chaque triangle interagit avec un de nos sens. Le 6e triangle, il interagit avec ce qu'on appelle l'intuition. Du moment que l'hexagone se transforme dans un octagone, on conserve les 6 sens physiques, les 5 sens physiques, l'intuition, et les autres deux, ils vont interagir plutôt avec l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur pour commencer à lui donner de normes, de formes d'être. Une, c'est un état permanent de paix, n'importe dans quelle situation on est en paix, et le 8e triangle qui est le triangle qui sert à l'expression de la conscience. Mais on parlera de ça après. Alors, à savoir, c'est que le système qui se trouve ici au-dessus, c'est un système basé en 3 grilles, et ces grilles, ce sont elles qui reçoivent l'énergie de l'estimulus qui provient de quel que soit le sens, et il passe comme une passoire, il va être modulé par le système des runes qu'on trouve à l'intérieur de chaque cube de la grille. Et ce qui arrive, c'est que chacune de ces grilles forme ce qu'on appelle des archétypes universels. Ces archétypes sont un peu comme on dirait les lettres d'un alphabet. Alors, on a des continuellement des décharges énergétiques
qui arrivent et elles sont modulées par les symboles et, comme une machine à écrire, on commence à écrire en séquence. Et donc tout ça, on peut imaginer ceci comme le ruban magnétique des anciennes cassettes. Alors au fur et à mesure qu'il passe par là, il enregistre ce que les runes enregistrent dans le ruban. Et quand il arrive à une certaine longueur, quand il arrive à... Plutôt, quand l'expérience en particulier que je suis en train de recevoir du milieu à travers mes sens, elle est finie, on peut dire qu'on coupe ce bout de ruban et tout ça, ça s'enregistre à niveau quantique dans des particules que Kardec appelle des analphas. Alors ces analphas, ce sont des particules de forme triangulaire et on prend un certain nombre de particules selon la longueur, selon on va dire la richesse de l'expérience. On utilise plus de ces analphas et ces analphas ont dans son milieu interne un champ magnétique, un champ basé dans l'éther, qui a la capacité de recevoir les enregistrements résultant de la modulation faite par les différentes runes sur ce bout de ruban que Kardec appelle des fasten. Les fasten, ce sont des particules quantiques qui ont une longueur. Alors, une façon de l'utiliser, c'est comme si c'était un ruban d'un magnétophone dans lequel j'enregistre les symboles. Et tout ça, ça finit, ça résulte dans des particules, soit des partants individuels, soit des partants de 2 en 2 par paire, ou bien par 4, ou bien par 8, des plasmas. Et tout ça, ça s'enregistre dans cette partie que j'ai dessinée en grise. C'est un peu le symbolisme de ce champ magnétique intérieur que possède l'analpha. Et c'est un peu comme une toile d'araignée. Alors, les partants, les particules résultantes sortantes de la rune, elles sont capturées, comme dans cette toile d'araignée, et c'est comme ça qu'on commence, on va dire, on enregistre des bits, des bytes d'informations de ce que je suis en train d'enregistrer. Et ici, on enregistre ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a flairé, c'est-à-dire les 6 sens en intégralité s'enregistrent ici. Alors, et on prend un nombre variable de ces analphas pour construire tout un champ holographique correspondant à cette expérience. Alors, c'est un peu comme si je vois les fichiers dans mon ordinateur. Si je vois un fichier qui a l'extension XLS, je sais que c'est un fichier pour ouvrir dans Excel. Si je vois un fichier qui a l'extension MP4, je sais que c'est un fichier de vidéo. Si je vois un fichier MP3, c'est un fichier d'audio. Alors moi, j'appellerai un peu le groupe d'analphas de ce que j'ai enregistré. Par exemple, mon dîner de Noël de la veille. C'est une expérience qui a duré, par exemple, 3 heures, avec laquelle j'étais avec la famille, et j'ai mangé ça et ça. Tout ça s'enregistre. Et ça va finir par devenir ce que j'appelle un fichier d'extension HOL, c'est-à-dire un fichier de type holographique. Alors, si un mois après, tu es en train de parler avec une copine et elle te demande au fait, qu'est-ce que tu as fait à la veille de Noël? Ce que tu te rappelles, ce sera un fichier de type holographique. Tu te rappelles le scénario, tu vois les plats, les mets, la table, comment elle était décorée, les bougies, le sapin de Noël, etc.
Mais ce que tu es en train de faire, c'est tu es en train de voir, de reproduire, un fichier qui est complètement holographique. C'est-à-dire que tu es en train de travailler avec une image tridimensionnelle dans laquelle, si tu te rappelles, tu commences à te rappeler, s'il y avait de la musique, tu te rappelles de la musique, tu refais les sons de la musique. Et si tu te rappelles de ce que tu as mangé, tu te rappelles l'information des odeurs, des goûts, si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, etc., les saveurs, etc. Tu ne commences, si on te demande, et c'était comment la dinde, par exemple, tu ne te vois pas en train d'écrire dans ton mental les lettres, la dinde, elle était mauvaise ou elle était bonne, elle était trop salée, etc. Ce qu'en fait, tu fais instantanément, tu projettes en réalité une information complètement tridimensionnelle. Au fait, tu es en train de revivre toute la scène. C'est pour ça que si une personne commence à décrire, j'ai mangé hier une boule de glace, de citron, elle était très belle, etc. L'autre personne, elle commence elle commence à produire même de la salive, elle commence à dire, tu sais, je commence à avoir une envie de prendre une glace, un sorbet citron, parce qu'il est en train, par sa propre mémoire, il est en train de reproduire, je veux dire, son propre fichier holographique, et ce fichier, il est en train de se reproduire comme une réalité tridimensionnelle. Même l'organisme, il commence à réactionner. Parce que le mental, il n'est pas en train de faire une distinction de je suis seulement en train de me souvenir d'une expérience. Le mental, il est en train de reproduire à un certain niveau une expérience corporelle réelle d'être en train de manger, par exemple, une boule de glace, un sorbet citron. Et même, il est en train de produire de la salive, et on a fait même des mesurements sur ça, et on trouve que si une personne commence à être en train de penser à un sorbet citron, et on prélève de la salive, on va trouver que la salive, elle a déjà les enzymes pour commencer à la digestion du jus de citron et des sucres et tout ça. Et même l'estomac, le pancréas, il est en train de commencer à libérer tout ça. Et c'est pour ça que soudain on dit, tu m'as donné une envie de manger ça ou ça ou ça. Et c'est le plus direct, c'est à ce niveau-là. Quand on parle de choses à manger, les gens vraiment, son corps, il sent qu'il est en train de manger ce qu'on est en train de décrire. Et pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que le fichier qu'on a enregistré ici, il est complètement holographique et il a tout le recensement à niveau de nos sens, de la vue, l'ouïe, le sens du goût, l'odorat, etc. Et évidemment, l'intuition. Si la personne a eu une mauvaise expérience pendant qu'il mangeait sa glace de citron, évidemment, quand il se rappellera d'une glace de citron, il y aura aussi cette partie intuitive qui va dire, mais tu sais, c'est pas agréable la glace de citron, parce que j'ai eu une mauvaise expérience quand je l'ai mangée. Alors tout est enregistré là. Alors ce qui peut arriver, c'est un peu le suivant. C'est précisément là. Si il peut arriver, par exemple, si la ligne phasténique est souillée, soit par une mauvaise réception à travers nos sens, c'est-à-dire la ligne on peut dire que cette ligne phasténique est une ligne qui est propre, mais nos sens, ils peuvent être pollués, soit parce que même à niveau physique, ils ne marchent plus en totalité. Par exemple, on a une myopie, ou bien on a une otite, on a des acouphènes, etc. Ça, ce sont des interférences qui vont s'ajouter à la
ligne fasténique produite par mes sens. Ou bien, ça peut arriver parce que la rune, elle est souillée. Et Carden dit que dans tous les cas, il n'y a presque personne qui n'a pas en réalité ce problème. Ici, vous pouvez voir, je reviens un peu ici. Ici, je prends par exemple la première ligne. Ici, c'est une petite précision, ce serait plutôt celle-ci. Alors, ici, j'ai ce symbole qui est une croix. Ça veut dire que ce qui arrive, c'est que ce cube, cette rune, en réalité, c'est tout un cube de cette globuline bêta qui est transpercé par un trou qui a la forme de cette croix. Alors, ce qui arrive, c'est que quand l'énergie passe par là, quand elle sortira, elle sera enregistrée avec le champ informatique de cette croix. Et chacune des runes a une certaine signification, a un sens particulier, comme, je dirais, comme les lettres de l'alphabet. On sait que les voyelles sont utilisées pour une chose, les consonantes pour une autre, les accents pour une autre, et tout ça, c'est pourquoi pour former ce qu'on appelle le contexte d'un langage. C'est la base de la linguistique. Pour proportionner une signification à une idée abstracte que je veux exprimer par une voix soit parlée, soit écrite. Mais qu'est-ce que je fais? J'utilise des lettres, et ces lettres, on a développé toute une grammaire, toute une orthographe pour nous aider à les utiliser en essence, à pouvoir être capable de transmettre une idée, une opinion, etc., une ordre, etc. C'est ça ce qu'on appellerait le pouvoir des mots. Alors, ce qui peut arriver, c'est que la rune, elle soit souillée. Si vous voyez ici la différence, ici on voit la croix complète, et ici ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tache grise. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Que ici, normalement, si on fait l'analogie à nouveau avec, avec ça, avec le typo d'une machine à écrire. Si le typo il est complètement essuyé, alors le typo de la lettre U, il va mettre une U. Ce qui va rester écrit dans le papier, ce sera une U. Mais si le typo il est déjà complètement sale, quand je taperai, il ne va pas écrire une U. Tu verras essentiellement une tache semi-ronde, complètement noire. Et tu ne sauras pas en réalité quelle lettre es-tu en train de parler. Alors ici, Carden nous explique, ça arrive un peu la même chose. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle est? Ah, ici. Comme tout est de l'énergie, comme nous avions vu à Horizon, elle peut se congeler, elle devient de la gelure, elle peut se solidifier, alors elle ne fonctionne plus comme elle devrait. Alors ce qui peut arriver par les expériences du jour au jour, qu'on commence à souiller par partie les runes du schéma de conduite. Alors ce qui arrive, c'est que ce qui arrive est une chose, et ce qu'on enregistre est une chose qui commence à être différente. Et c'est pour ça aussi que personne nous ne sommes pas capables de voir avec une objectivité absolue les choses qui nous entourent. Parce que chacun va avoir des petites différences de souillure et par conséquent de ce qu'il enregistre dans le schéma de conduite. Alors, un des moyens, c'est précisément le yantra. Le yantra, ce qu'il commence à faire, c'est commencer à essuyer tous ces symboles. Et Carden explique, le plus d'expériences difficiles, douloureuses, même traumatiques qu'on ait pu avoir, le plus ces symboles seront souillés. Et par conséquent, ils seront, on peut dire,
bloqué. Une autre chose que ceci provoque, c'est que quand cette information est enregistrée dans le chemin de conduite, qu'est-ce qui arrive? Que quand la personne, quand nous confronterons des situations similaires à celles auxquelles j'ai vécu préalablement une expérience quelconque. Ce que va arriver, c'est que le symbole, l'enregistrement et la souillure va avoir une influence sur moi pour me faire répondre soit de la même façon ou d'une façon très similaire. Je vais suivre le même schéma une et une autre fois. Étant donné que les signaux pourvus par le niveau d'intégration biologique passeront à nouveau par la même rune sale. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Que je vais répéter une fois et à nouveau une même conduite qui peut être évidemment qui n'est pas propre, qui est, on va dire, hors de la norme. Comment est-ce que je sais qu'une conduite est hors de la norme? Parce que moi-même, en la faisant et en la répétant, je ne me sens pas bien avec moi-même. Parce que cette souillure, comme elle finit par voyager, par moduler l'état vibratoire de ce neurotransmisseur qu'est la globuline bêta, cette modulation, elle se répand partout dans mon corps. Elle commence par le système nerveux, et après c'est le système endocrine, et en dépendant du signal neuro-endocrine qui partira, c'est dans une certaine partie du corps, ou bien dans tout le corps, que je vais avoir une sensation de malaise. Et le plus ça se répète, cette sensation de malaise sera de plus en plus profonde. Pourquoi? Parce qu'il y aura de plus en plus d'enregistrements qui auront cette tâche, on va dire, présente dans eux. Alors, c'est pas la même chose si j'agis en base à 2 mémoires préalables que si je suis en train d'agir en base à 10 mémoires préalables ou à 50 mémoires préalables ou à des milliers de mémoires préalables. C'est évidemment pour cette raison que ça existe le bouclier de défense. Parce que l'objet du bouclier de défense, c'est avant tout de me défendre à moi de moi-même. Parce que si j'ai vécu une certaine situation vraiment trop hors norme et pendant beaucoup de fois, ce que le bouclier de défense il fait, c'est ok, je vais prendre en charge toutes ces mémoires. Maintenant, tu n'as plus à te questionner sur ce que tu fais et je vais te faire agir en automatique. Alors, par exemple, on peut parler des cas très très extrêmes. Des enfants qui vivent dans des pays, par exemple, comme la Syrie ou des pays qui sont déchirés par la violence, et ils voient toujours de la violence. Et il vit ça depuis son enfance. Alors, ce qui arrive, c'est qu'immédiatement, le bouclier de défense, il rentre et il dit, bon, tu sais, il y a un instinct de défense, d'autoconservation, et alors je ne peux pas te permettre qu'à chaque coup de fusil, etc., tu bloques complètement par la peur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est j'absorbe cette peur et la prochaine fois, tu n'auras pas à te demander rien. Tu prends une arme et si c'est à toi de te défendre, tu décharges ton revolver sur la personne, mais au moins, tu ne seras pas mort. Et il arrive un moment que la personne, vraiment, elle devient, on peut dire, un peu fragmentée parce que le bouclier de défense, il dit, bon, je prends le contrôle et tu n'as plus le contrôle. Et c'est en réalité parce que la personne, elle est en train de se défendre d'elle-même. Pour ne pas vivre à nouveau la souffrance et la souffrance morale de faire quelque chose qui est en fait
qui n'est pas bon, qui me cause un conflit intérieur vraiment, vraiment grand. Maintenant, tout ça, c'est le bouclier de défense qui l'absorbe et je n'ai plus de conflit, d'objection à faire ce dont j'ai besoin de faire. Alors, c'est un peu comme ça le mécanisme de fonctionnement. L'autre chose qu'il y a, c'est à savoir, ici, ce serait un peu comme la conclusion pour ce premier niveau de comment est-ce que ça marche. Ici, on a le schéma de conduite. Alors, on a parlé qu'au-dessus de lui, il y a cette grille qui a les runes de base qu'on utilise pour donner l'interprétation aux choses, soit pour nous exprimer, soit pour interpréter ce qui nous entoure. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? On commence à former tout un système. Évidemment, si on considère qu'en moyenne, l'être humain, depuis le jour de la conception, on enregistre à peu près 60 millions de données nouvelles par jour. Et par données, je parle d'une expérience complète, c'est-à-dire une expérience qui arrive dans les trois dimensions. C'est une expérience holographique. Alors je veux dire, si tu vas dîner après-midi dans le restaurant de la rue, du coin de la rue, et ça te prend une demi-heure, tout ça, ça fera un seul fichier, okay, que tu vas enregistrer. Et ce fichier, il y a beaucoup de sous-éléments. Parce que pendant que tu mangeais les aliments, alors tu donnais ton opinion, si c'était bon ou c'était pas bon, mais aussi tu étais avec une amie, alors vous discutiez de choses, alors ça fait une autre partie de ce grand fichier holographique. En fin de compte, ce qui arrive, c'est que toutes ces activités finissent par former ce qu'on peut appeler la façon d'être, on va dire, d'une personne, mais aussi à l'intérieur de la façon d'être d'une famille et aussi d'une ville et d'une société complète et d'une culture complète. Alors tout ça, ça finit par rester enregistré dans un système qui, lui, il n'est plus dans la grille, il est à l'intérieur du schéma de conduite, à l'intérieur de ces 6 ou 8 triangles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, ce système, par le tout petit peu que Kardec nous a expliqué, c'est un système qui, lui aussi, il sera basé sur un système de type graphique, c'est-à-dire un système aussi basé dans des runes. Alors, par exemple, ici, ce que je suis en train de montrer, c'est un schéma de 8 triangles. C'est déjà un schéma qui correspond à quelqu'un qui exprime déjà un état de conscience qui est plutôt de niveau du surhomme, même s'il n'est pas encore conscient qu'il est déjà en train de fonctionner comme un surhomme, mais on va dire, le hardware, il est déjà fait avec la capacité de fonctionner comme surhomme. Ça arrive toujours comme ça. En premier, apparaissent les éléments physiques pour pouvoir fonctionner comme surhomme. Et à un moment donné, on commence à devenir conscient qu'au fait, on est en train de fonctionner comme un surhomme. Et c'est à nous de lire si on veut vraiment fonctionner comme surhomme, ou au moins commencer à fonctionner comme un surhomme, ou bien si on décide de rester seulement comme humain. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'enregistrement final que je vais avoir de mes expériences
sera un enregistrement, mais on va dire qui obéira aux normes propres de la société dans laquelle je suis né. Alors, ici par exemple, si vous voyez, j'ai mis le cas des runes celtes. Alors, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? C'est la même chose que l'alphabet. Par exemple, l'espagnol, le français, l'anglais, l'italien, tous utilisent le même alphabet, à peu près 26 ou 27 lettres. Mais les 4 langues sont différentes. Si je suis en train de parler en français, les lettres que j'utilise pour former des mots ont une signification, mais en français. Si j'utilise ce même mot en anglais, la signification est différente. Et même peut-être, il n'y a pas une signification en anglais. Alors, on peut dire que c'est ça un peu la façon, la distinction qu'il y a entre la grille des runes, qu'on appelle le modèle recteur, et le système spécifique du chemin de conduite individuelle. Là-bas, on utilise l'alphabet universel. Et toutes les langues, on va supposer, utilisent ce même alphabet. Mais c'est notre milieu culturel qui a appris à former des mots individuels en utilisant cette base universelle. Alors, ici dont je parle, c'est que selon le peuple, selon la culture, selon l'époque de notre histoire, ici à l'intérieur, il y aura des runes différentes. Okay? Alors, par exemple, ici, on trouvera, par exemple, les idéogrammes du chinois, ou bien les idéogrammes du japonais, ou bien, mais je ne veux pas dire, les idéogrammes qu'on utilise en chinois quand on veut écrire du chinois. Ça, c'est spécifiquement le langage chinois écrit. C'est une comparaison. Ce que je parle ici, c'est la formation de symboles propres qui se développent au cours de dizaines, et normalement c'est plutôt au cours de centaines d'années, pour former un symbolisme, on va dire, culturel de tout un peuple. L'intention, Kardec explique. Pourquoi ça marche comme ça? Parce que tu as besoin ici d'un système qui travaille très très vite pour te permettre de faire très vite les associations d'idées entre ce qui est en train de t'arriver à l'extérieur et de rechercher à l'intérieur de ton schéma de conduite le modèle de base de comment répondre et comment réagir à ce qui est en train d'arriver en dehors. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu commences à faire une moyenne de 60 millions d'enregistrements par jour depuis le jour où j'ai été conçu, on est en train de parler d'un fichier qui est vraiment géant. On parle de terabytes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu arrives dans une certaine situation, tes sens et ton chemin de comportement, de conduite, pardon, il fait, comment on dit, il enregistre, il fait, comment dirait en français, quand on dit scanner, c'est comment on dit en français ça? Scanner, on le dit, c'est aussi scanner? Ok. Oui. Ok. Il scanne complètement les 360 degrés de la situation que tu es en train de vivre, les gens qui sont là, tout ce qui arrive là, il fait un scannement à 360 degrés holographique. Et ce qu'il fait, c'est que très très vite, il fait une comparaison avec tous les fichiers qu'on a déjà dedans pour chercher des coïncidences. Soit je trouve quelque chose exactement similaire à ce que je suis en train de vivre, soit je commence à chercher les plus similaires. Parce que ce qui est arrivé
c'est que pour chaque enregistrement, j'ai une espèce de notation qui me dit des instructions de quoi faire. Je dois répondre, comment je dois répondre, etc. Alors l'idée du schéma de conduite, c'est avoir un historique de je suis dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Okay? Je vais à un restaurant, à la fin, la dame, elle m'apporte l'addition. Alors, je suis déjà accoutumé à voir, oui, l'addition arrive. Pourquoi est-ce que ma réponse est je sors ma carte de crédit ou bien l'argent et je mets l'argent dans le petit panier? Parce qu'il y a un schéma de conduite qui fait une comparaison et il dit la dame arrive, elle a ce petit panier, je cherche et c'est instantané que je vois, ah ok, quand quelqu'un dans le restaurant arrive avec le panier, ce que tu dois faire c'est mettre l'addition, l'argent pour payer. Okay? Alors ça doit se faire d'une façon instantanée. Alors, c'est tout ce qu'on sait, c'est que la façon pour arriver à faire une comparaison instantanée et obtenir une réponse instantanée, c'est par moyen d'un système que les maîtres appellent des runes. Et c'est pour ça que Cardan dit, c'est pour ça qu'il y a tous ces systèmes de type divinatoire que vous pouvez trouver, comme les runes celtiques, les runes nordiques, les runes mayas, etc. Si on parlait d'une personne du peuple maya, on va trouver par exemple les symboles qu'on trouve par exemple dans le calendrier Solkin. Si on parle avec une personne olmèque, on va trouver les symboles propres de la culture olmèque. Et ainsi, chaque peuple, chaque culture a son propre langage particulier. Et c'est ça la base qui est en train de faire que s'il y a un système de runes qui est plus ou moins semblable, on trouve plus d'identification entre, par exemple, ces peuples. Alors, par exemple, c'est quand on voit, par exemple, les Coréens, les Japonais, les Thaïlandais, les Chinois, on trouve, par exemple, que culinairement, tous ces peuples ont une tendance à faire toute leur alimentation basée sur le riz. Et évidemment, la façon de parler, c'est plus ou moins similaire. Même si, en fin de compte, quand on entend quelqu'un parler en chinois ou bien en japonais, on voit que non, ce n'est pas la même chose. Mais c'est de là que ça arrive. Et évidemment, si on part dans les peuples d'origine latine, par exemple espagnol, français, etc., italien, on verra qu'il y a beaucoup de traits communs dans la gastronomie, dans la façon de penser, etc. C'est pour ça qu'on a, par exemple, des traits communs aux éléments, aux motifs religieux, famille, etc. Parce que, pour finir avec ça, c'est, ici on montre, chaque triangle, chaque section du fichier a pour but de ranger tout ce qui a à voir avec un certain thème en commun. Alors, c'est ce qui est écrit là en dehors. On a les 8 triangles. Alors, on a, par exemple, le triangle orange, c'est lui qui a à voir avec tout ce qui est le raisonnement et l'intelligence. Et ça va arriver soit que ce soit un anglais, un chinois, un africain, ça n'importe de quelle race ni de quel peuple, ce sera toujours ce triangle qu'on utilise quand on est en train de faire un raisonnement sur un certain sujet. Le triangle bleu, il travaille dans tout le thème qui a à voir avec le travail et la productivité. Après, on a, je vais sauter au vert, on a là tout ce qui a à voir au sujet de la famille, de la société, de l'humanité. Le triangle jaune, il travaille avec tout ce qui a à voir avec la paternité, l'autorité, le principe masculin, la discipline. Le triangle rouge, il a à voir avec ce qu'on appelle la maternité, le principe féminin, le foyer, l'ordre,
la douceur, etc., la tendresse, etc. Après, on a le triangle violet, pourpre. Il a à voir avec l'exercice de l'intention, l'exercice de la volonté, les valeurs et tout ce qui a à voir dans l'ordre de l'espiritualité. Et ces deux triangles que je laisse à la fin, ce sont les triangles qui ne sont pas actifs dans le niveau de l'humain. Ils deviennent actifs dans le niveau du surhumain. C'est, d'un côté, le concept de l'être supérieur, de la conscience, on va dire de la conscience universelle, et le concept vraiment de Dieu. Et l'autre triangle, il travaille avec le concept de la divinité, c'est-à-dire de ce qui est, on va dire, sacré. Par exemple, maintenant, on voit que chaque jour, c'est plus profond l'idée, par exemple, de la terre-mère, la sacralité de la terre, la sacralité féminine des bois, des écosystèmes et tout ça. C'est pas tant parler de Dieu comme le créateur, mais de ce qui est divin, de ce qui est sacré. Et comme il y a de plus en plus de gens qui ont ce triangle actif, c'est pour ça qu'on est en train de voir qu'il y a de plus en plus de mouvements pro l'écologie et de défendre ce qui est divin, sacré, etc. Et avant, ça n'arrivait pas. Et aussi, on parle ici de conscience cosmique. Alors, ces deux triangles, et j'ai oublié de mettre ici, je vais le mettre une fois, la paix. Dans ce, non, pardon, ce n'est pas ici. C'est ici. Voilà. Ce triangle, il a pour base nous faire fonctionner en paix. C'est-à-dire, n'importe quelle situation, n'importe quoi que tu fasses, mais fais-le avec paix. Ça, c'est aussi l'hyperchangement au milieu duquel se trouve la majorité de l'humanité. Au fait Kardem, ce qu'il nous dit, c'est que c'est à peu près 75% de l'humanité qui, en réalité, a fini son étape humaine et est en train de, le plus sûrement, sans se rendre compte que c'est ça ce qui est en train de lui arriver, mais elle est en train de chercher comment fonctionner comme un surhumain. Et évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est tant qu'il n'y a pas les deux autres triangles, dans ces triangles, il n'y a pas un chemin de conduite de comment agir en paix. Et c'est pour ça que l'être humain a pour base une base de fonctionnement basée dans la peur. C'est pour ça que la peur, traditionnellement, a eu une façon si facile de prendre prise chez les gens. Et c'est pour ça qu'à travers la peur, tout le monde utilise d'une façon ou d'une autre le moyen d'avoir le contrôle sur les autres personnes. Soit pour nous vendre un médicament, soit pour nous vouloir vendre un vaccin, soit pour vouloir nous vendre une assurance de vie, etc. Soit un gouvernement pour nous contrôler, et au niveau que ça puisse y être, soit par simplement la manipulation, ou bien carrément comme les dictatures, que si tu ne fais pas ce que je te dis, fonce et depuis le temps de fusillement est fini. Alors, mais tout part parce qu'on n'a pas, généralement, un élément ici, à l'intérieur, qui nous fait agir par la paix. Mais maintenant, de plus en plus de gens commencent à voir de jour en jour, de plus en plus actifs, ces deux triangles. C'est pour ça qu'on est en train de voir en partie cette espèce de choc culturel
qui arrive précisément avec, en général, nos fils, nos enfants. Tous ces gens qu'on appelle les millénials. Les millénials, la génération Z, ce sont les gens qui ont né à peu près des années 90 vers le présent. Si vous voyez, c'est à peu près le début de la radiation bande, et c'est précisément, c'est à peu près en 1993, je crois, que précisément les gens qui aboutissaient déjà à ça commençaient à faire fonctionner son schéma de conduite par un octagone. Alors ces gens, ils ont une tendance naturelle à faire les choses en paix. Mais les parents qui avons commencé à fonctionner avec un hexagone, nous, notre cadre de travail, c'est plutôt la peur, la prévision. Alors c'est nous qui avons pris la coutume de, oui, on a besoin d'une sécurité sociale, on a besoin d'un travail, on a besoin d'une assurance de vie, une assurance voiture, une assurance de ça, de ça, de ça, parce que c'est en réalité une peur qui nous conduit à faire ça. Et maintenant, les générations nouvelles, elles sont plus ancrées dans la paix et dans cette conception que, attends, il y a des forces supérieures qui agissent pour nous, c'est pas normal qu'on ait besoin de tout ça, et c'est maintenant la déchirure sociale qu'on est en train de voir, parce qu'évidemment, les gens qui sont jeunes, ils n'ont pas en apparence une façon de penser comme les gens qui sont nés avant 1990, on va dire. Okay. Alors, c'est aussi pour ça que le monde, en partie, est complètement bouleversé. Parce que d'un côté, Kardec nous dit, il n'y a personne qui, à l'intérieur de ça, et ici, n'ait pas une ou plusieurs tâches dans les rues. Alors, ceux qu'ils enregistrent, ce ne sont pas des enregistrements vraiment basés sur la vérité. Ce ne sont pas des enregistrements objectifs. Chacun, on va dire, a sa propre partie d'une vérité. Parce que chacun observe à travers une lunette, on va dire, de couleurs différentes. Et de l'autre côté, c'est parce que des groupes de personnes basent leur interprétation sur des runes différentes. Alors, un exemple, par exemple, c'est manger de la viande. Parce que il peut y avoir des personnes qui, toute leur vie, et logiquement, depuis des générations et des dizaines de générations, la conception, c'est la seule façon d'être nourri, c'est de manger de la viande. Okay? Et évidemment, si on ne sait pas comment se nourrir, parce qu'on ne connaît rien au principe de la nutrition correcte, le mieux qu'on peut faire, oui, évidemment, c'est manger de la viande. Parce que si on mange de la viande, nous, on est, en fin de compte, on est fait de viande. Alors, la façon la plus simple de se nourrir, c'est manger de la viande. Parce que dans la viande, tu vas trouver essentiellement, oui, tous les nutriments dont ton cœur a besoin. Évidemment que ça va au détriment de tout ce qu'on a parlé. Une longévité qui se raccourcit, des maladies chronico-dégénératives qui vont éventuellement apparaître et tout un tas d'autres désavantages. Mais au moins, on ne sera pas mort de faim. C'est si fort ça que, je n'ai pas la signification ici, mais une de ces symboles, une de ces significations, c'est chair, c'est viande. Okay? C'est-à-dire, comme c'est présent à niveau d'une rune, c'est même, ça peut devenir présent même à niveau génétique, à niveau de chromosomes, et effectivement, il y a eu beaucoup d'étapes dans notre histoire
où notre génétique avait la base, tu as besoin de manger de la viande pour pouvoir fonctionner. Mais ce n'est pas qu'on ait une génétique fixe qui oblige à l'être humain à manger de la viande. Au moment où l'évolution continue à se développer, la rune commence à se débloquer et éventuellement cette signification de la rune de viande, on l'attache, on l'arrive et on n'a plus besoin de manger de la viande. Okay? Alors ça commence à impliquer une transformation des runes qu'on a à l'intérieur du chemin de conduite, et c'est précisément ce qui est en train d'arriver, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui simplement disent « Moi, je ne veux pas manger de la viande. Je ne m'identifie pas avec la viande. Je n'ai plus besoin, je ne veux plus manger de la viande. » Parce que maintenant, on a un chemin de conduite qui dit « Oui, si tu manges de la viande, ça marche jusqu'à un certain degré. Mais ça va aussi en détriment de beaucoup d'autres choses. Et une de ces choses, c'est si on mange de la viande, on n'aide pas à l'expression des runes, de la perception de notre être supérieur et à une perception correcte et avec plénitude du concept de la divinité et d'acquérir la conscience cosmique. Alors, Kardec nous explique qu'éventuellement, même ce qui arrive, c'est que la viande, selon le degré de développement de conscience d'une personne, la viande commence à devenir de moins en moins une nourriture et ça commence à devenir plutôt un poison, un venin, qu'il faut éventuellement laisser parce qu'il commence à nous intoxiquer. À mesure que la rune d'identification de viande cesse de fonctionner, la viande commence à nous nourrir de moins en moins. Alors Kardec, évidemment, nous dit, tu n'as pas moyen de savoir comment sont tes runes. Alors, la question c'est simplement, si tu trouves encore la nécessité de consommer de la viande, consomme-la. Mais sache qu'il y a une transformation en cours et qu'éventuellement, ce n'est plus nécessaire de manger de la viande. Alors c'est normal si un jour, vraiment, tu n'aimes plus la viande. Tu n'as plus nécessité de manger de la viande. Et s'il y a des enfants, etc., qui vraiment ne veulent pas manger, c'est à savoir, maintenant, ils sont arrivés à l'étape où ils n'ont plus besoin de manger de la viande. Alors c'est mieux qu'ils arrêtent de la manger. Et c'est pour ça que la science de la nutrition a évolué de cette façon. C'est pour ça que les maîtres nous ont donné toutes ces informations de comment manger sans avoir besoin à manger de la viande. Pour le cas où c'est la nécessité, ou au jour arrivera où on n'aura plus besoin de manger de la viande. Ok? Alors, bon, ce serait tout dans ce thème-là. Est-ce qu'il y a des questions? Ce que tu appelles les tâches dans les runes. Pardon? Je n'ai pas entendu. Tu disais, Sophie? Moi, je capte vraiment mal et j'ai un mot sur deux et c'est un peu robotique, donc je réécouterai l'enregistrement. Ah, ok. Ouais, j'ai changé de place, mais ça ne capte pas. Ok. Ah oui, je vois qu'il y a... Véronique pose ta question. Oui. Moi, c'était concernant l'origine des tâches, entre guillemets, sur les formes, dans les formes.
c'est lié à nos comportements, à nos expériences passées. Oui. Ça, comment ça Ça peut avoir plusieurs origines. Une origine peut être que je vis soit dans une famille, soit dans un secteur de la société, on va dire qui est déjà prêt et taché. Par exemple, une personne qui fait partie d'une famille de voleurs. Les voleurs, à un moment donné, ils ont pris la décision que la meilleure façon de vivre, c'était en volant les autres. Alors pour moi, ça devient la norme. Mais c'est une norme basée sur une distorsion. Il y a des différentes rues qui ont différents types de tâches qui me font considérer que voler, c'est normal. Alors moi, comme je suis né dans cette famille, pour moi, ce que j'ai appris depuis l'enfance, c'est que, oh oui, ma famille, c'est une famille de voleurs, alors moi, je suis un voleur. C'est tout simplement ça. Autre, ça peut être qu'il y a les traits culturels qui déjà me font faire ça. Alors, par exemple, une société, encore, on va dire, par rapport à d'autres personnes trop fondamentales, et qui décident, parce qu'il y a des raisons historiques ou bien religieuses, je ne sais pas quoi, mais on décide que, ok, dans notre société, la femme, elle se marie avec ceux que ses parents lui disent, et elle se marie depuis l'âge de 10 ans, et elle se marie avec celui qu'on lui dit. Elle n'a pas de vote, elle n'a pas de décision, ni rien. Pourquoi ça arrive ça? Parce que dans cette société, on a ce type d'enregistrement qui provient, évidemment, d'un élément de base où il y a aussi des souillures dans différentes ruines. Ok? Alors, Kardec nous dit, c'est évidemment un élément, une question de deux parties. Parce que c'est difficile à dire qu'on est dans l'erreur ou non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des sociétés qui décident que ma fille, elle doit se marier à l'âge de 10 ans à l'homme que je dis, et elle n'a pas une question à dire, elle n'a rien à dire. Ce trait culturel provient du fait que, au fait, cette fille, son karma, dit, tu dois vivre l'expérience de devenir marié à 10 ans avec quelqu'un qu'on va t'imposer. Alors, si on considère que le karma, comme on le verra après, c'est la voie pour acquérir de la conscience, alors la réalité c'est que pour quelqu'un, on va pouvoir dire c'est mal qu'on fasse ça. Mais en réalité, pour cette fille, elle est en train de vivre l'expérience nécessaire pour elle. Alors pour elle, en réalité, ça ne va pas être si mal que ça. Alors c'est pour ça que Kardec nous dit, n'importe quoi que tu vois, en premier cas, en premier élément, ne le juge pas. Parce qu'ils sont en train d'agir d'accord à ce qu'ils ont enregistré là. Et ce qu'ils ont enregistré, c'est ce qu'ils ont besoin d'avoir enregistré pour avoir certaines expériences de vie dont ils ont besoin. Et Kardec nous dit, en fin de compte, toute personne doit plus ou moins vivre les mêmes types d'expériences, parce que ce sont les leçons qu'on doit apprendre dans la vie pour ouvrir la conscience. Alors, ça peut être un caractère culturel qui, au bout des siècles, il va commencer petit à petit évidemment à changer. Okay? Ça peut être aussi, tout simplement, par exemple, une expérience traumatique. Okay? Par exemple, on peut dire,
une fraise, c'est de très bon. Il n'y a pas d'objection à manger des fraises. Okay? Alors, moi, je vais au restaurant et je suis tout petit et mes parents ils me disent « Ah, tu sais, tu vas goûter aux fraises pour la première fois de ta vie. Et tu vas voir, tu vas adorer. » Mais ni moi, ni mes parents savent que je suis allergique à la fraise. Ou bien, je ne suis pas allergique. Mais quand on m'apporte le plat avec les fraises, moi je me balance sur les fraises et je dis « Wow, c'est excellent !» Et ma maman n'a pas le temps de les couper. Alors je prends une fraise, je la bouffe complètement et je suis au bout de m'étouffer. Alors qu'est-ce qui arrive? Que moi j'ai testé la fraise, mais pour moi, ma première expérience avec la fraise a une étiquette à côté qui dit « Manger de la fraise, c'est une expérience presque de mourir. » Et évidemment, ça va rester comme une tache dans la rue. Et après ça, ce qui va arriver, c'est parce que c'est arrivé le drame, j'ai parti dans l'hôpital, j'ai entendu ma mère qui criait « Mon enfant est en train de mourir parce que je n'arrivais pas et personne n'arrivait pas à me faire cracher la fraise. » Alors j'étais sur le point de mourir. Alors la prochaine fois, si je vois des fraises, si je sens des fraises, quelque chose, je vois un tableau avec des fraises peintes, moi, je commence à sentir que j'étouffe. Parce que j'ai enregistré une mémoire traumatique en relation avec la fraise. Okay? Et comme on enregistre 60 millions d'expériences par jour, c'est tout un bout d'informations que je lève. Alors, ça peut être différentes origines qui causent ces tâches. Okay? Et c'est là qu'on rentre par exemple le yantra. Et le yantra, ce fut un des premiers outils que Kardec m'a donné précisément pour commencer à essuyer ça, seulement par le voyant ou en faisant, après il a donné d'autres applications, en faisant ce qu'on appelle de la psychodynamique. Parce qu'à un moment donné, et Kardec, il savait que pas tout le monde peut se faire d'un yantra. Alors il a donné aussi un moyen de, tu peux commencer toi-même à travailler, à essuyer les runes sans avoir besoin d'un yantra. Alors on peut le faire avec le yantra, sans le yantra. Il y a même d'autres unités de cristaux pour travailler à niveau plus profond. Mais on peut dire qu'avec le yantra, on peut accéder à travailler à peu près, on va dire, 80% de nos principaux problèmes. Okay? C'est plus ou moins comme ça, Véronique, la réponse. Et les archétypes dont tu parlais au tout début, c'est dans le sens classique du terme, un peu comme Jung a indiqué les grands archétypes des civilisations. C'est pas, ou c'est un sens plus particulier que ça? Je ne suis pas très familier avec les archétypes de la psychologie. La plupart des archétypes sont corrects, mais les archétypes avec lesquels travaille Kardec, je crois que ce sont particuliers à lui, parce que ce sont les archétypes qui servent de base au fait pour construire n'importe quel autre archétype qu'on peut commencer à former dans notre schéma de conduite. Okay? Mais je ne suis pas 100% sûr, parce que je ne connais pas les archétypes de Jung, alors je ne saurais pas te dire. Mais éventuellement, quand on arrivera là, et si vous voulez, on pourra travailler avec les archétypes que Kardec nous dit, et à ce moment-là, tu pourras savoir si ce sont les mêmes ou non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les archétypes de Kardec sont les archétypes de base avec lesquels travaillent les grilles du chemin principal et du chemin de conduite. C'est pas, parce que ce que je sais, c'est que Jung, etc., les archétypes, c'est plutôt les symboles qui sont ici. Okay? Alors c'est un peu comme dire, je travaille avec les mots, mais je pourrais travailler plus de base en travaillant avec les lettres.
et en faisant que les lettres fonctionnent correctement. Les lettres, c'est ça. Ce serait un peu la différence. OK? Oui, merci. Merci à vous. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci.